secteur où il y a beaucoup besoin d'ingénieurs, on le disait, c'est celui des nouvelles énergies. Le titre de notre table ronde, c'est l'Eldorado des nouvelles énergies. Je pense qu'on aurait pu ajouter un petit point d'interrogation à la fin de ce titre, savoir si oui ou non c'est un Eldorado. Des énergies, vous en représentez plusieurs ici autour de cette table, et notamment une filière qui est l'hydrogène, qui accélère en ce moment. Quelles sont les problématiques énergétiques auxquelles on peut répondre dans la région Hauts-de-France? Quelle peut être la place de l'hydrogène et des autres énergies dans un mix, et comment est-ce qu'on embarque tout le monde? On a 45 minutes, on pourra peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, on va essayer d'éclairer ce sujet avec un super panel. Ils sont très nombreux pour traiter ce très vaste sujet. Je commence à côté de moi par vous, Éric Vidalin. Vous êtes directeur régional adjoint à l'ADEME Hauts-de-France. Bonjour. À vos côtés, Frédéric Selz, directrice générale de CD2E. Alors vous aidez les entreprises et les collectivités territoriales notamment à accélérer sur l'éco-transition, mais je suis sûre que vous nous expliquerez concrètement ce que ça signifie au cours de cette discussion. François Dedieu, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie de H2V. Alors H2V, c'est une entreprise qui s'attaque à la production massive d'hydrogène vert dans le but de décarboner l'industrie. Ce qui me fait penser que j'ai dit qu'on parlait d'énergie et j'ai dit qu'on parlerait d'hydrogène, mais que l'hydrogène n'est pas une énergie. C'est la première chose que vous m'avez dit quand on a préparé ensemble. Donc voilà, il faut bien que tout le monde l'ait en tête. L'hydrogène est un vecteur d'énergie, c'est ça, hein. Voilà. À vos côtés, Yann Pitelet, bonjour, vous êtes directeur général de Nord France Invest. Donc vous, votre objectif, c'est de convaincre les entreprises d'investir et de s'implanter sur le territoire. Et enfin, Jean-Marc Selza, bonjour. Vous êtes directeur des affaires et des programmes, transport lourd et commercial chez Plastic Omnium, donc vous aussi, filière de l'hydrogène. Pas que, évidemment, mais notamment, en tout cas pour Plastic Omnium, de cet hydrogène. Alors on a beaucoup parlé depuis le début de l'après-midi évidemment de l'électricité, des véhicules électriques. Là plus globalement on va aborder la décarbonation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu comme mix énergétique pour 2050 et notamment entre autres pour ce fameux hydrogène, puisqu'on a beaucoup de représentants de l'hydrogène aujourd'hui, vous qui êtes beaucoup plus neutre que certains ici, Éric Vidalin. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Pour essayer de répondre à ça, on a fait un travail de prospective à l'ADEME, Transition 2050, publié fin 2021. On a construit 4 scénarios qui permettent de projeter le système énergétique français à l'horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et avant donc de zoomer sur l'hydrogène et le potentiel de l'hydrogène dans cette décarbonation, qu'est-ce qui est prévu? C'est surtout beaucoup de renouvelables. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de nos scénarios que l'on baisse un petit peu la consommation ou beaucoup la consommation, que l'on fasse du nucléaire neuf ou pas, il n'y a aucun de nos scénarios qui peut se passer d'une augmentation massive d'énergie renouvelable. Massif, ça veut dire x3 à x4 par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un message, un enseignement clé, quels que soient les scénarios, hein, avec des archétypes, des logiques, très productivisme vert versus sobriété radicale. Quels que soient ces mondes-là, il faudra faire beaucoup plus de renouvelables. Et donc, toutes les renouvelables. Du solaire, de l'éolien, du biogaz, du bois énergie, de la géothermie, de la chaleur fatale, tout ça. Et ensuite, on peut parler d'hydrogène. Comme vous l'avez dit, l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie primaire. Toutes les énergies que je vous ai citées là, c'est des sources d'énergie primaire dont on va pouvoir faire plein de choses, de l'électricité, de la chaleur ou de l'hydrogène, par exemple. Et donc l'hydrogène, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et dans ces 4 scénarios, c'est quoi les ordres de grandeur dont on parle? Aujourd'hui, il y a à peu près 20 pour les 800 000 tonnes d'hydrogène par an qu'on consomme à peu près en France, ça représente de l'ordre de 20 TWh d'énergie qui sont utilisés pour produire cet hydrogène-là. Dans un système énergétique français où on en consomme 1700. Donc vous voyez les ordres de grandeur. En gros, aujourd'hui, l'hydrogène, c'est un usage assez marginal pour les industriels principalement, et c'est fait intégralement à partir d'énergies fossiles. Donc une fois qu'on a ça en tête, on comprend qu'il ne suffit pas de développer plus d'hydrogène comme on le fait aujourd'hui. On va en avoir besoin de plus, quels que soient les scénarios, on est entre 30 et 95 TWh. Vous voyez, beaucoup plus par rapport à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y aura de nouveaux usages, notamment de la mobilité. Probablement pas du petit véhicule ou du vélo à hydrogène, c'est pas vraiment ce qu'on voit, mais de la mobilité lourde par exemple, des bennes à ordures ménagères, du poids lourd, etc. Des usages industriels nouveaux aussi. Et donc on voit en fait que l'aire de pertinence de l'hydrogène va s'étendre, donc on en aura besoin de significativement plus, et donc en même temps il faudra se poser la question de comment on le produit. Et ça c'est une question essentielle et sur laquelle on pourra aller un peu dans le détail après, mais donc
peut-être pour résumer, on aura besoin de beaucoup plus d'énergie décarbonée au sens large et notamment renouvelable. Et l'hydrogène aura une place plus importante qu'aujourd'hui. Mais vous voyez, aujourd'hui, on consomme 1700 TWh, même s'il y a une centaine de TWh qu'on consomme en 2050 d'hydrogène. Dans un scénario où on va très loin, où on en met à peu près partout où on peut en mettre, ça ne va pas être le vecteur énergétique de demain. Le vecteur énergétique de demain, pour le dire trivialement, c'est l'électricité. On sait, quels que soient les scénarios, qu'on en consommera au moins autant qu'aujourd'hui, et très probablement plus. Alors justement, avant de s'intéresser à où est-ce qu'on peut mettre de l'hydrogène, parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai envie de poser après ce que vous venez de dire, il y a un terme que vous avez dit avant sur lequel je voudrais revenir, qui est celui de sobriété. Ça, Frédéric Sels, c'est quelque chose qui compte pour vous? Écoutez, c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir parce qu'effectivement, quand l'ADEME intervient, elle m'ouvre le champ en fait sur la question de la sobriété. Et quand vous me posiez la question de quelle énergie en fait vous est demandée par les territoires, j'aurais pu vous répondre que c'était les ENR, les énergies renouvelables. Mais je pourrais vous dire que la première énergie qui m'est demandée par les acteurs, c'est celle qui ne se consomme pas. C'est celle en fait de la sobriété. C'est celle qu'on arrive à travailler avec eux pour travailler la question des bâtiments en fait qu'on va mieux isoler et qui vont nous permettre en fait de moins consommer en fait d'énergie, qu'elle soit électrique. Effectivement, c'est une grosse demande en fait sur lequel on est. Les panneaux photovoltaïques en fait et les générateurs sont l'une des demandes les plus fortes qu'on peut avoir. En fait, c'est vraiment une des demandes des entreprises et des territoires. Enfin, c'est vraiment cette dynamique-là sur laquelle on est. Mais il faut d'abord penser à isoler tous les bâtiments. Alors, parce que quand on va produire de l'énergie, si on est sur des passoires thermiques, si on est sur des bâtiments qui ne sont pas sobres en consommation, et bien évidemment, si on est sur des bâtiments qui sont catégorisés F ou G, et bien si on a un bâtiment A, ça se multiplie par 4 ou 5 en fait, ça dépend en fait de la typologie du bâtiment et vous aurez beau changer la typologie d'énergie sur laquelle vous êtes, vous serez quand même à la fin sur des consommations qui seront très importantes eu égard en fait à ce que, alors elle sera moins chère, elle sera plus renouvelable, mais elle ne permettra pas en fait d'atteindre une sobriété et des gaz à effet de serre en fait qui vont continuer à se multiplier. Donc en fait, vous voyez que d'abord ces questions-là en fait elles sont à traiter et elles sont, si on regarde bien la question de la demande, c'est aussi les gens vous demandent en fait ce qu'ils connaissent. Et donc forcément, il faut accompagner toute cette dynamique-là en formant les acteurs dans les territoires pour leur faire découvrir la façon de le faire. Parce que vous ne pouvez pas en fait piloter en fait de la rénovation énergétique ou de la construction durable si vous n'avez pas les connaissances. Et c'est un véritable enjeu aujourd'hui, c'est de massifier cette demande, en fait, la demande de la région. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement légitime dans le cadre de REV 3, c'est de dire il y en a assez aussi des démonstrateurs et de faire des choses qui sont en fait du ponctuel ou le petit projet en fait du mandat. Il faut aujourd'hui arriver à ce qu'on ait des volumes suffisants en fait sur ces sujets-là pour qu'on ait un effet de masse sur la consommation en fait énergétique en fait qui pourrait, alors elle va pas diminuer, mais si elle pouvait déjà stagner grâce en fait à des bâtiments qui sont performants. Alors les nouvelles constructions, elles seront travaillées avec ces dimensions-là, on le sait. Maintenant, dans l'autre sens, la rénovation, pour qu'elle soit de qualité, il faut la travailler et je vous expliquerai peut-être un autre moment. Tout à fait, mais absolument, parce qu'on évidemment va se pencher sur ce qui est fait dans la région, donc aussi bien avec des initiatives en matière de sobriété avec vous, que des initiatives pour accélérer sur des filières de production d'énergie propre, notamment l'hydrogène. D'où ma question pour vous, Yann Pitelet. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on en est où sur cet hydrogène? Et finalement, on a quelle typologie d'acteurs? On a quelle typologie de projets? On parle beaucoup d'électrification, peut-être un peu moins de l'hydrogène, donc je pense que ça mérite de s'y attarder un peu. Oui, alors il y a beaucoup d'acteurs. Il y en a énormément. Si on essaie de les catégoriser, et je pense qu'il faut commencer par là, il faut commencer par le marché, les utilisateurs. Et les grands utilisateurs dans la région de France notamment, un des éléments qui fait notre particularité, ce sont les grands industriels qui ont besoin de décarboner. Donc l'acier, la production d'aluminium, les cimentiers, les verriers, la chimie et même la logistique. Quand vous regardez les flottes de véhicules de poids lourds, il y a des très gros enjeux. Le deuxième sujet, c'est celui évidemment de la mobilité. Donc là, il y a au moins deux volets, sans doute plusieurs, mais il y a au moins deux volets. Le premier volet, c'est celui des exploitants de transport en commun. Là, on voit bien, il y a déjà des expériences aujourd'hui dans la région de réseaux de transport en commun qui utilisent de l'hydrogène. Et puis ensuite, il y a les projets industriels. Quand on voit la production de véhicules à hydrogène, on a évidemment en Plasticonium avec le projet de réservoir pour véhicules à hydrogène. Donc là également, on a beaucoup de sujets. On a les exploitants de réseaux.
On voit par exemple à Dunkerque avec tous ces projets qu'on appelle en bon français Power to Gas, donc comment on injecte de l'hydrogène dans les réseaux pour justement permettre de décarboner. Bref, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a la production, je pense au projet Engie avec Reuse, qu'on appelle Reuse, de production de carburant bas carbone. Il y a tout le travail évidemment des producteurs d'énergie en tant que tel, et H2V est là, et donc là c'est évidemment majeur. Donc voilà, on a toute une catégorie d'acteurs, enfin différentes catégories d'acteurs, chacun a son rôle à jouer, et ensuite je pense qu'on y viendra plus tard, mais c'est comment on arrive à monter en puissance pour structurer la filière. Justement, le premier cas de figure, celui de décarboner les industries, c'est ce que vous avez choisi, vous, François Dedieu, comme créneau. Là, quel est le potentiel, en fait, et pourquoi est-ce que c'est particulièrement pertinent pour la région ? Alors, effectivement, je ne vais pas rappeler les besoins de décarbonation, notamment dans la région de Dunkerque. C'est la première zone qu'on a choisie chez H2V parce que la stratégie, c'est, comme vous l'avez dit, on arrête les pilotes, on arrête les démonstrateurs et on va sur du massif. C'est vrai pour la sobriété, c'est vrai aussi pour la production d'hydrogène renouvelable. Et c'est le credo qu'on a choisi, c'est de tout de suite aller sur des unités de taille importante. Le projet qu'on développe chez H2V à Dunkerque, par exemple, c'est 200 MW de puissance électrique. Ça représente même pas un petit quart des besoins de la zone à très court terme. Donc on a des besoins énormes de décarbonation et il n'y en aura pas pour tout le monde de l'hydrogène. C'est pas l'énergie magique, on y reviendra. Ça va rester un produit qui est rare parce que l'énergie renouvelable en amont nécessaire à sa réplication est rare aussi. Donc il faut privilégier cet hydrogène pour les usages sur lesquels on n'a pas le choix. Et les usages sur lesquels on n'a pas le choix, c'est déjà la matière première. Aujourd'hui, tous nos engrais sont faits à partir d'hydrogène. Hein, on l'oublie un petit peu, mais l'ammoniac, c'est fait à partir d'hydrogène. Donc commençons par verdir ça. L'acier, ça peut servir dans le processus de fabrication de l'acier. Dans certains processus chimiques, dans la verrerie, ça sert au niveau du process. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le socle indispensable sur lequel on n'a pas d'autre alternative que l'hydrogène si on veut décarboner. Après, il y a des choses où on va se retrouver en compétition. On a parlé du transport lourd, de la mobilité. L'hydrogène peut répondre à certains cas d'usage, transport longue distance par exemple, mais il va se retrouver en confrontation avec d'autres énergies, avec du biogaz, avec du biocarburant, avec de l'électrique pure. Et donc là, je dirais, il faut être un petit peu moins radical dans les choix. Donc voilà, nous, pour le premier projet, on a choisi ce socle d'usage, on va dire, difficile à remplacer. Alors j'entends, il n'y en aura pas pour tout le monde, ce sera plutôt rare. J'entends d'un autre côté, il faut massifier. On a l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe. Comment est-ce qu'on doit massifier? Comment elle doit se faire cette massification, Éric Vidal-Linghe? Alors, déjà essayer de se mettre autour d'une table avec une feuille de route, c'est ce que la région entreprend actuellement. C'est sûrement une manière un peu claire d'essayer de réconcilier les besoins et les potentiels. Nous, on accompagne les acteurs, que ce soit le conseil régional ou des acteurs collectivités, entreprises, à travailler ensuite à positionner l'hydrogène comme une énergie parmi d'autres. Parce que c'est important de ne pas partir bille en tête sur tel vecteur qui doit répondre à tous les besoins. Donc construire une feuille de route, avoir des études d'opportunité, de la pertinence de tel ou tel vecteur. Et puis après, on va, avec France 2030 par exemple, dont on est un des opérateurs, on va accompagner à la fois des gros projets industriels qui visent à faire de l'industrialisation, de la massification. On parle d'électrolyseurs qui font des centaines de mégawatts, hein. C'est ce que vous évoquiez chez H2V. Et à côté de ça, on travaille sur ce qu'on appelle des écosystèmes hydrogène, où on essaie de porter en même temps de nouveaux usages et de nouvelles productions. Parce que comme vous l'avez dit, en fait, aujourd'hui, on n'a pas l'électricité pour... L'idée que notre électricité est déjà décarbonée, il faut vraiment abandonner ce truc-là. En fait, tous les térawattheures en plus qu'on doit produire, ils ne sont pas là. Donc on a besoin de développer de nouveaux moyens de production pour avoir cette électricité décarbonée. Et donc à travers cet appel à projet écosystème hydrogène, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On dit, dans tel territoire, il y a des usages d'hydrogène intéressants pour... Dans le Dunkerquois, il y a eu un projet lauréat avec EDF par exemple. On va produire de l'hydrogène avec 1 ou 2 mégawatts d'électrolyseurs qui ensuite va être utilisé localement dans des bennes à ordures ménagères, dans des bus. Donc on produit localement, on utilise localement et on pense en même temps la production et les usages. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le modèle un peu idéal. Quand on est sur des gros projets industriels, on est avec d'autres accompagnements, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'extraire de la problématique globale. C'est-à-dire que ces mégawatts
d'électricité qu'on va devoir fournir, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas comment on les fournit. Donc, si on n'accélère pas sur les ENR, et c'est tout l'objet de la loi d'accélération sur les ENR, si on n'accélère pas sur les ENR ou sur la sobriété ou sur l'efficacité qui peuvent permettre en fait de dégager des térawattheures décarbonés disponibles, eh bien, le risque, c'est qu'on produise de l'hydrogène avec de l'électrolyse, mais que cet hydrogène produit avec de l'électrolyse soit fait avec de l'électricité carbonée. Parce que, je le répète, notre électricité n'est pas déjà décarbonée. Elle est décarbonée pour tout ce qu'on consomme déjà. Mais si on fait de nouveaux usages, on a besoin d'avoir de nouvelles productions. Et ça, c'est vraiment central dans la compréhension et le développement de ce nouveau vecteur. Enfin, nouveau, pour certains usages en tout cas. Comme vous disiez, aujourd'hui, c'est vraiment là où on a des usages très spécifiques. Mais si on veut avoir de nouveaux usages, il faut penser de nouvelles productions. Donc, nouvelle production d'un côté, mais c'est un peu toujours les deux faces d'une même pièce. Accélérer aussi sur la décarbonation. Comment est-ce qu'on fait là pour embarquer les citoyens, pour embarquer les entreprises, les collectivités ? D'abord, on construit des filières en fait, parce que on a beau se dire qu'effectivement la rénovation thermique des bâtiments c'est quelque chose qu'on sait faire. Dans la réalité, on démarre vraiment en fait le processus de la massification sur ce sujet. Je m'explique. On a avec Frédéric Motte en fait qui est en charge, qui est président de Rêve 3, qui était là tout à l'heure. Voilà, qui était là tout à l'heure, et évidemment le président en charge de l'économie, monter un programme sur la rénovation hors site. Et sur ce programme, l'objectif en fait, ça va être justement de réussir à massifier la rénovation par l'extérieur des bâtiments en ayant des coûts maîtrisés. Et la semaine prochaine, en fait, on part en fait aux Pays-Bas avec 40 acteurs, des collectivités, des bailleurs, des promoteurs, pour voir des solutions qui ont été mises en place en fait dans ces pays-là pour la rénovation. À la fois, en fait, on va visiter une université qui a travaillé sur ce sujet-là, on va aller visiter des usines qui travaillent sur ce sujet-là, et puis on va aller voir évidemment des lieux qui ont été rénovés avec ça. Et vous voyez, en fait, l'objectif, ça, c'est que chacun soit apprenant et qui rentre chez lui et qui soit en capacité de le faire. Notre objectif, c'est plus en fait d'en parler, c'est plus de faire des démonstrateurs, de dire tiens, on va construire un petit objet en rentrant. C'est justement de se dire on va après faire un programme d'action ensemble sur le hors-site qui nous permettra d'aller sur des volumes de rénovation thermique en Hauts-de-France qui nous permettront d'avoir un effet d'échelle et évidemment qui auront un effet sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Voilà. Donc vous voyez que sur ces sujets-là, on est capable d'embarquer les acteurs. Un autre exemple en fait qui est aussi sur le réemploi et le réusage. On a lancé en fait il y a au mois de septembre le booster du réemploi. C'est à l'effet des maîtrises d'ouvrage qui ont la capacité en fait à s'engager à utiliser les matériaux issus de la déconstruction pour en fait reconstruire leur bâtiment. Vous savez en fait que le secteur du bâtiment c'est le deuxième producteur de gaz à effet de serre et aussi par la construction du bâtiment lui-même, mais aussi en fait par les matériaux qu'ils utilisent. On a un objectif, c'est de se dire que demain on sera en capacité de réemployer le plus possible en fait dans les ouvrages, des ouvrages neufs, mais aussi des ouvrages en fait qui seront reconstruits, des objets qui viendront du bâtiment en fait lui-même. Donc vous voyez que on n'est pas en fait sur des choses de babacool, on est en train de se dire qu'on va massifier et les acteurs qui sont en train de signer, ce sont des villes, ce sont des promoteurs, ce sont des bailleurs qui s'engagent aussi sur des volumes. Troisième exemple en fait, nous avons signé aussi sur les matériaux biosourcés avec 28 acteurs au mois d'avril dernier, l'engagement d'utiliser en fait des matériaux biosourcés. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la rénovation avec les matériaux d'hier qui sont extrêmement coûteux aussi en fait en empreinte carbone. Et nous avons en fait des gisements en fait en Hauts-de-France, le chanvre, le lin, la paille par exemple, sur lequel nous pouvons travailler et évidemment la construction bois en fait qui est possible. Et 28 acteurs se sont engagés à rénover et à utiliser en fait en rénovation et en construction ces matériaux en fait issus en fait des Hauts-de-France, en fait que ce soit pour le bois ou les matériaux biosourcés. Ce sera 500 000 m² sur les 5 prochaines années qui seront concernés. Vous voyez qu'on n'est pas en fait sur des petits volumes malgré tout. Et puis en fait on va signer au prochain Norbat d'autres acteurs. Là il y en avait 28, en fait 21 bailleurs régionaux. En fait, vous voyez, on a quasiment tous les bailleurs de la région qui se sont engagés. On avait aussi des promoteurs, des collectivités et à la prochaine édition à Norbat, on signera d'autres acteurs. Donc tout l'enjeu, c'est d'embarquer tout le monde en fait. C'est pas simplement de se dire tiens on fait un projet et on rentre par un bout qui va être l'isolant. D'un côté on va rentrer par le réemploi et de l'autre côté on va rentrer par le hors-site, mais à un moment donné on finira par avoir tout le monde, tous les acteurs sur ces sujets. Je pourrais vous parler aussi de l'habitat privé, mais je serai un peu longue.
Dans ce que vous dites, je retiens création de filière. Donc évidemment, on tend une perche vers une opportunité économique. Vous, Jean-Marc Salza, chez Plastic Omnium, comment est-ce que vous l'avez perçu, cette opportunité de se positionner sur l'hydrogène? Est-ce que c'était purement opportuniste? Est-ce que c'est un choix stratégique? Et comment est-ce que vous l'orientez par rapport à la vision plus globale de l'entreprise? Alors, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre par la Vous n'êtes pas obligé dernière. de répondre de manière trop complète à toutes les questions. Opportuniste, certainement pas, parce que c'est très technologique. Avant tout, ce qu'on doit faire dans un véhicule pour qu'on puisse utiliser de l'hydrogène dedans, à commencer par le stockage, qui est effectivement une usine pour laquelle on a eu une aide nationale autorisée par l'Europe, exactement comme ACC l'a présenté précédemment. On a commencé là-dessus il y a 15 ans au niveau de la technologie. On a accéléré, on a créé véritablement une division janvier 2018 et on est vraiment une filiale autonome du groupe depuis janvier 2022. Donc j'allais dire, c'est pas de l'opportunisme. Si l'hydrogène arrive maintenant et qu'on en parle beaucoup, c'est parce que les enjeux ont accéléré. Mais en tant que tier 1 de l'automobile, enfin fournisseur au premier rang des constructeurs de l'automobile, on prépare ça depuis un certain temps. Plastic Omnium, entreprise française, toujours détenue à 60% par la famille Burel, est numéro 1 mondial des pare-chocs. Alors les pare-chocs ne vont pas changer tellement d'une voiture électrique à une voiture essence. En revanche, on est aussi numéro 1 mondial du réservoir essence et diesel. Et là, sur cette partie-là, qui représente 3 milliards de chiffres annuels, c'est destiné à mourir. C'est destiné à mourir. Alors au niveau mondial, pas complètement, mais au moins en Europe. Donc on a démarré une activité qui nous semblait plus accessible que la batterie il y a quelques années. Donc c'était l'hydrogène. Est-ce que ça répond est-ce que ça ressemble à un Eldorado? Un petit peu quand même, parce que on crée cette usine qu'on a annoncée en septembre l'an dernier, inaugurée par notre Premier ministre. Première pierre septembre cette année. Et il y aura 150 emplois, 80 000 réservoirs, donc la plus grosse usine en Europe. Donc c'est une substitution à des activités destinées à péricliter en fait. Alors partiellement, effectivement, on va récupérer des gens de l'activité. Au sein, à Compiègne, on a aussi notre centre d'ingénierie. Et à l'ingénierie, on le sent beaucoup plus, cette tendance d'électrification. Donc les projets diesel et gazole s'arrêtent. Et nous, on récupère en partie, on aimerait récupérer tout le monde, on récupère en partie les gens qu'on a déjà en interne. Donc on sauve de l'emploi, véritablement. C'est partiellement une protection et c'est aussi un peu d'opportunité. Donc on a dans notre plan stratégique de monter à 3 milliards de chiffres d'ici à 2030. D'accord, donc là, une opportunité aussi en termes d'emploi dans la région. On a beaucoup parlé, Yann Pitelet, de cette Electricity Valley. Est-ce qu'aujourd'hui, les Hauts-de-France ont vocation à devenir une Hydrogène Valley? Est-ce que ça a du sens finalement au regard de ce qu'on entend là? Alors, on parle de batterie vallée. De batterie vallée, oui. J'espère qu'on deviendra aussi la Hydrogène Vallée. Pourquoi pas? En tout cas, c'est, je pense, le sens de la feuille de route que la région Hauts-de-France a construite au travers de la structuration de la filière, du développement des usages et de la mise en place de moyens financiers dédiés pour accompagner la création en tout cas, la structuration de cette filière. Ce qu'on peut dire juste un mot alors sur la vallée de la batterie. Aujourd'hui, la vallée de la batterie, elle est en cours de construction, vraiment au sens physique du terme, puisque les usines sont en train de sortir de terre. Et voir, si on prend ACC, qui est la plus avancée, pour le coup, on est en phase préopérationnelle. Aujourd'hui, ce qui a déjà été annoncé, c'est plus de 100 gigawattheures de puissance de batterie. Ça représente en gros 2 millions d'unités, 2 millions de batteries par an. Et ça, c'est ce qui a été annoncé. Mais il y a encore tout ce qu'on a dans les cartons. Plus l'amont de la filière, plus l'aval. Donc l'amont, c'est cathode, anode, électrolyse, séparateur, etc. Plus le recyclage. Donc en tout, on est en train aujourd'hui de parler de 20 000 emplois. Et ça, c'est par rapport à ce qui a été annoncé. Je pense qu'on ira bien au-delà de ça. Si on ajoute en plus les constructeurs qui ont été essentiels dans cette démarche, que ce soit Renault, Stellantis aujourd'hui, qui ont vraiment permis de cristalliser cette filière.
Donc, s'agissant de la batterie, donc là, je vous dis 20-30 000 emplois, mettons, sur l'électrique. L'État a annoncé 100 000 emplois dans la filière hydrogène d'ici quelques années. Donc, on se dit que la région de France, étant donné qu'on a une surpondération par rapport aux projets industriels d'autres régions qui sont beaucoup moins sur ces sujets-là que nous, on va en capter une part significative. Ça me paraît totalement logique. En tout cas, c'est un objectif qui est atteignable. Donc oui, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Hein. Enfin, on peut faire les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'on soit aussi la vallée, ou au moins une des vallées de l'hydrogène en France. D'accord. Alors, on voit aussi, c'est sur du temps long. Hein. Vous parliez de 15 ans quand vous avez pris cette décision, Jean-Marc Salda, d'orientation stratégique. Est-ce que c'est un projet dans lequel on peut se lancer seul? Et si la réponse est non, j'imagine que c'est un peu plus nuancé que ça, effectivement. Quel type d'aide aujourd'hui on peut trouver quand on est une entreprise? Alors, elles sont nombreuses. Je suis malheureusement pas un spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que monter, alors la Gigafactory à notre niveau, elle fait que 25 000 m². Hein, c'est pas la batterie, mais à notre niveau et dans le monde de l'hydrogène, c'est vraiment beaucoup. Ça nécessite à la fois un accompagnement financier et aussi il faut que l'État puisse nous montrer un peu la direction. C'est-à-dire que Plastic Omnium investit 100 millions par an dans l'hydrogène. On a démarré déjà il y a quelques années. On va arriver à 2030 à près d'1 milliard investi. Il faut qu'on ait des garanties, des aides pour être sûr que, premièrement, on ne fait pas fausse route. Et deuxièmement, c'est une innovation. C'est un marché en devenir. Ce qu'on dit, vous n'avez pas vu des stations hydrogène à tous les coins de rue. Et du coup, le temps d'arrivée des rentrées d'argent peut être assez long. Donc, quand on parle du temps long, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, peut-être que ça va démarrer comme prévu, peut-être que ça va démarrer 1 an ou 2 ans après. Et là, si on n'est pas solide déjà à nous, et puis si on n'est pas accompagné, c'est vraiment très difficile. Donc, l'accompagnement, on a bénéficié de 74 millions d'euros pour notre plan hydrogène. Donc, il y a l'usine, mais il n'y a pas que l'usine. Et nous, sur la première phase de déroulé de ce plan interne hydrogène, on va déjà dépenser 80 millions. Il y a encore 2 phases qui vont suivre. C'est difficile de se faire une idée quand on n'est pas spécialiste entre à la fois les promesses de développement et puis d'un autre côté, vous nous avez tous dit au début que l'hydrogène n'était pas destiné à être utilisé partout. Quelle place peut avoir cet hydrogène pour des profanes tels que nous sommes, François Dedieu, dans un mix énergétique? Est-ce que c'est un Eldorado ou pas? Eldorado, pas tout de suite en tout cas, parce que l'usage se fera aussi selon les réalités économiques. Hein. Jean-Marc a parlé effectivement des investissements nécessaires. On a eu des promesses il y a quelques années d'hydrogène vraiment pas cher, à 1 euro du kilo. Enfin, voilà, on a vu des études et des choses, des chiffres dans tous les sens. Là, il y a un retour à la réalité rapide. La bulle hydrogène est en train d'exploser, si on peut le dire. Vous suivrez la cotation de quelques entreprises pure players de l'hydrogène en bourse qui est en train de s'effondrer depuis quelques mois. On se raccroche vraiment aux réalités du terrain qui sont finalement, il nous faut de l'électricité bon marché pour faire de l'hydrogène bon marché. Ça reste un principe physique nécessaire. La France est bien placée. La France est bien placée parce qu'on a un nucléaire aujourd'hui qui est plutôt accessible, qui nous permet de faire du bas carbone, qui dans certains usages est reconnu et permet de répondre aux obligations européennes. Donc là-dessus, on est bien. La filière renouvelable se développe, mais pas assez vite, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde, ça je pense qu'on l'a dit. Et puis d'ici quelques années, on risque de subir la concurrence quand même de pays qui pourraient devenir exportateurs d'hydrogène, peut-être pas sous forme d'hydrogène, mais sous forme directement de produits finis. On parlait d'ammoniac pour faire des engrais. Plutôt que de les produire en France, on peut très bien importer directement de l'ammoniac produit de l'étranger. Ça serait dommage. Donc voilà, c'est pas un Eldorado parce que la réalité économique aujourd'hui, elle n'est pas alignée entre le prix cible des industriels qui en ont besoin, que ce soit pour la mobilité, pour l'industrie, et les coûts de production liés au prix de l'électricité et liés au rendement des électrolyseurs. Alors comment est-ce qu'on travaille justement, Éric Vidalin, vous à l'ADEME, cette question de l'adéquation entre la montée en puissance de la production et puis s'assurer qu'il y a un débouché réel derrière et puis ce risque d'éclatement d'une bulle qui n'est pas neutre pour l'économie? Je fais le lien avec la réponse précédente. Hein. Du coup, nous, en tant que particuliers, l'hydrogène, on ne va pas le voir. Pour le dire trivialement, ça va être sur des usages très spécifiques. Vous parliez de l'engrais, par exemple. De nouveaux usages, les mobilités lourdes. Ou des nouveaux usages industriels. Mais pour le particulier, en fait, la chaudière hydrogène, il y a eu quelques projets, enfin, il y a mieux à faire avec l'hydrogène que de le brûler dans une chaudière chez un particulier. La voiture à hydrogène, la voiture à combustion à hydrogène, bon, même chose. En fait, c'est trop précieux
et on ne sait pas comment le produire de manière décarbonée pour en mettre partout et faire n'importe quoi avec. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc, ce qu'on essaie à l'ADEME de pousser, c'est vraiment illustré par l'appel à projet que j'évoquais tout à l'heure, hein, écosystème hydrogène H2, penser en même temps la production et les nouveaux usages. À l'échelle, alors c'est accompagné dans le cadre de France 2030, et pour faire le lien avec ce que vous évoquiez, il faut qu'on ait des perspectives claires. France 2030 sur la décarbonation, c'est pas que l'hydrogène, mais France 2030 décarbonation, que l'ADEME opère, c'est 9 milliards sur 5 ans. Donc la feuille de route et l'ambition, on va dire, en termes d'investissement, ils sont là, et l'idée, c'est bien d'envoyer le message que sur du pluriannuel, on va être là pour accompagner les industriels. Néanmoins, on voit que sur les dernières réponses, on a des beaux projets qui sont sortis un peu dans tous les territoires, mais ce que H2V disait, ce que vous disiez juste précédemment, on commence à faire un peu le tri et à voir en fait qu'on ne va pas tout faire partout, qu'il faut revenir sur des choses qui fassent sens d'un point de vue énergétique. C'est un peu notre base, hein. Produire de l'hydrogène, globalement, c'est un très mauvais rendement. Donc allons vraiment là où on ne peut pas faire autrement que utiliser de l'hydrogène, et ça peut vite coûter cher. Et je refais le lien avec le développement des ENR. Pourquoi il faut penser les deux ensemble? La meilleure manière de produire des térawattheures décarbonés aujourd'hui, à la fois pour les gaz à effet de serre et pour la compétitivité, c'est les énergies renouvelables. Le parc éolien offshore, par exemple, de Dunkerque, à 50 € le mégawattheure, c'est le moyen de production le moins cher qu'on a aujourd'hui pour faire de nouvelles productions décarbonées. Donc voilà, insister sur, on a besoin d'avoir des approches intégrées, se dire où est-ce que l'hydrogène il est vraiment pertinent, où est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Faire du véhicule léger avec du véhicule batterie, dont on a beaucoup parlé précédemment, c'est la meilleure chose à faire. C'est l'usage le plus pertinent, l'usage direct de l'électricité. Et là où on a vraiment besoin d'hydrogène, utilisons-le avec parcimonie, de manière efficace. C'est un peu l'histoire de l'ADEME, hein, l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Et puis, en même temps qu'on va développer ces nouveaux usages, regardons comment on le produit, cet hydrogène. On n'en parle pas trop en France, mais on a parlé un peu de la Norvège précédemment. Je faisais partie du voyage d'études que Didier évoquait tout à l'heure. La Norvège, ils font partie des pionniers en Europe, pas Union européenne, mais on va dire continent Europe, sur l'éolien offshore, sur l'hydrogène et sur la capture et stockage de carbone. Et il y a les deux qui travaillent conjointement, c'est-à-dire ils commencent à produire de l'hydrogène fossile, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tout l'hydrogène qu'on produit est fossile. Et en même temps, ils font de la capture et stockage de carbone. Pour ceux qui aiment bien les couleurs, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Alors on parle d'hydrogène vert, violet, etc. On n'en parle pas trop en France, mais ça pourrait faire partie des solutions aussi. La question, c'est est-ce qu'on arrive à rendre ça compétitif? En tout cas, techniquement, ça peut faire partie des solutions. Et il y a des acteurs comme la Norvège qui travaillent sur ces solutions-là, parce qu'ils ont les compétences, et les compétences de l'oil and gas, et que la Norvège fait partie des pays avec le plus de compétences sur ces sujets-là. Alors vous alertez justement sur cette question de la compétitivité. Vous venez de le faire vous aussi, François Dedieu, et vous êtes une entreprise. Ça vous inquiète un peu cet enjeu de compétitivité, et comment faire en sorte pour que la France le soit et les Hauts-de-France le soient? Oui, forcément, ça nous inquiète. On fait partie effectivement d'entreprises du secteur privé, donc c'est le premier indicateur, un des premiers indicateurs qu'on regarde. On a quand même les atouts pour pouvoir réussir, notamment dans les Hauts-de-France. Il ne suffit pas de vouloir faire de l'hydrogène pour faire de l'hydrogène. Ça reste complexe, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays dans lequel on le fait. Et le Nord, en tout cas particulièrement dans la zone de Dunkerque, est particulièrement bien placé pour ça. On en a parlé, il y a du foncier disponible, il y a des réseaux, il y a de l'eau, il y a de la consommation sur place. On va dire l'écosystème, alors là cette fois-ci à grande échelle, il est là, il est présent. C'est pas vrai partout dans le monde, c'est pas vrai partout en France non plus. Je pense que le bassin de Dunkerquois avec le bassin de Marseille-Fos, c'est les deux plus grands pôles sur lesquels, à mon avis, il est indispensable de démarrer par là si on veut faire de la production d'hydrogène de masse. Et c'est sur ces bassins-là, en tout cas, qu'on peut trouver une équation économique qui ait sens et qui ait sens durablement, même une fois passée la vague d'aide des milliards qui ont été promis sur l'hydrogène, puisque l'argent public ne sera pas éternel. Si je peux juste me permettre de rebondir sur Dunkerquois, parmi les accompagnements qu'on a en région, il y a Fos et Dunkerque, comme vous disiez, et on accompagne le territoire du Dunkerquois
à travers un appel à projet ZBAC, Zone Industrielle Bas Carbone, où l'idée, c'est vraiment d'écrire cette feuille de route territoriale, de définir les nouveaux besoins d'infrastructures sur la capture et stockage de carbone, sur l'hydrogène. Et voilà, donc on est en train de terminer la contractualisation. Ça fait partie de l'ensemble des accompagnements qu'on propose sur l'hydrogène. Mais justement, en termes d'attractivité, de qui est-ce qu'il faudrait faire venir, Yann Pitolet, il nous manque qui comme acteur ou quoi comme type de projet pour réussir cette accélération? Il nous manque, je ne vais pas dire tout parce qu'on a déjà, Ce serait un peu des vexant pour vos acteurs voisins, quand importants. même. On a des acteurs importants, mais il nous en manque beaucoup. Mais aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Je pense que vous comprenez bien. J'ai envie de dire que dans le titre de la table ronde, je pense que le plus important, c'est le point d'interrogation à la fin. Mais c'est vrai, on est vraiment à la croisée des chemins. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas encore complètement stabilisé. Il y a beaucoup d'incertitudes. Quand on regarde les prix du mégawattheure, pour ceux qui connaissent l'AREN, qui est le tarif historique qui est proposé par EDF, on était à 42 € du mégawattheure. Aujourd'hui, ils annoncent 70 €. Donc, où va-t-on? Donc là, on a des enjeux quand même industriels très forts. Alors, la première chose, c'est, mais ça, je vais être très court parce que ça a été dit et redit, et il faut de l'énergie. Parce que voilà, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'énergie. Faire de l'hydrogène, ça passe par l'électrolyse ou le reformage du gaz. Donc, voilà. Donc de toute façon, pour l'électrolyse, il faut beaucoup d'énergie. Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut qu'on ait des sources d'énergie. Alors, on a cité le chantier éolien offshore, 600 MW qui vont arriver au large de Dunkerque, mais ça ne suffira pas. Il y a sans doute d'autres. Il y a évidemment le parc nucléaire qui doit être construit, mais effectivement, c'est de l'énergie nouvelle. Donc ça, c'est un premier point. Il nous faut des investissements en termes d'énergie. Ensuite, il nous faut bien sûr des stations. Là, on a Air Liquide, on a Air Product qui est en train de s'implanter, on a le GRT qui s'installe, on a donc des opérateurs qui vont nous aider à justement diffuser, à faciliter la distribution de l'énergie. Après, moi, j'ai mon penchant un peu industriel, j'aime bien aussi les investissements qui permettent de fabriquer ce qui est utilisé derrière. Donc, j'aimerais bien qu'on ait des investissements dans des électrolyseurs notamment. On avait candidaté, on était très loin sur le projet McPhy. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Il s'installe dans une autre région française. Mais c'est vrai qu'avoir de la fabrication d'électrolyseurs, on a gagné le projet de membrane avec Chemours. Chemours, qui est une émanation de Dupont de Nemours, qui va dans l'Oise qui investit 220 millions d'euros. Quand même, c'est beaucoup d'argent pour fabriquer les membranes qui sont utilisées dans l'électrolyse. Et voilà. Donc, et puis, il y a encore d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. Et il y en a un tout dernier, je pense, en termes d'investissement. On n'a pas évoqué, c'est l'investissement humain. C'est qu'à un moment donné, pour développer. Votre voisin. Ah bon. Voilà, j'ai fait la transition. Absolument, exactement. Voilà. Bon, alors, j'en dirai pas plus, mais ça, c'est fondamental. Voilà, on a la même chose sur la vallée de la batterie, c'est qu'à un moment donné, il faut des gens pour travailler, quoi. Exactement. Et Jean-Marc Salza, vous parliez d'une nouvelle usine qui était en train d'ouvrir. Vous les trouvez, ces compétences? On avait tout à l'heure une table ronde sur les ingénieurs. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez les personnes, les talents, pour reprendre un mot à la mode, que vous recherchez adéquates? Alors, oui, mais avec difficulté. Donc effectivement, alors déjà on est sur des métiers pour certains qui n'existent pas du tout ailleurs, donc on cherche des talents et on doit les former nous-mêmes. Il y a beaucoup d'initiatives, et il faut le dire, hein, pour créer des nouvelles filières, alors que ce soit les ingénieurs, mais pour tout ce qu'il y a autour. Et il faut aussi qu'on crée, alors quand on parle de l'automobile, mais surtout du poids lourd, parce que le poids lourd a une caractéristique, hein, c'est avant tout un métier d'entretien des véhicules. Hein, et donc toute cette filière-là aussi doit être mise en place pour pouvoir les faire. Alors effectivement, tout à l'heure on parlait de les poids lourds. Pourquoi l'hydrogène? C'est parce qu'on a du mal à faire des très grandes distances. C'est l'avantage de l'hydrogène. C'est pour ça que ça a beaucoup de pertinence dans le poids lourd. Et donc voilà, que ce soit pour le développement et la prévente, voilà. On trouve du monde, mais on a besoin d'aide aussi là-dessus. Mais j'ai un peu la même question pour vous, Frédéric Sels. Vous, c'est pas exactement les mêmes métiers, j'imagine, que Jean-Marc Salza. Quelles sont les compétences que vous recherchez pour cette sobriété, cette décarbonation?
On a besoin d'ingénieurs, en fait, des gens qui sont capables. On en revient toujours aux ingénieurs. Alors des ingénieurs, des gens qui ont fait en fait qui ont travaillé en fait dans des bureaux d'études et qui sont capables de faire de l'accompagnement. Il faut qu'on les forme aussi parce que cette question, la façon dont sont formés aujourd'hui les acteurs, c'est moins sur des questions du durable que sur en fait de l'ingénierie en fait classique du bâtiment. Donc on a besoin de les reformer en fait à être plus sobres en fait dans le travail qu'ils vont mener. On a aussi besoin de gens qui sont capables de construire des projets dans les territoires parce que évidemment il y a de la technicité, il y a de la capacité à faire de la couture en fait territoriale pour construire des projets et des projets qui peuvent être coordonnés. Il y a besoin d'inventivité. Et puis, un savoir-faire pour moi de engager les acteurs. Enfin, si je peux me permettre, en fait, on ne peut pas faire en fait, des changements comme on veut les faire dans une région sans qu'il y ait une dimension de chacun doit s'engager derrière en fait, un projet. Et je crois que cette dimension de comprendre les enjeux en fait, d'un territoire, être capable en fait, de couturer des projets en fait, inter-acteurs en fait, dans un territoire et dernière chose, être capable d'avoir des aspects techniques, c'est les 3 types de compétences qu'on va devoir avoir. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe à trouver. C'est de l'ingénieur qui sait effectivement parler à différents types d'acteurs pour monter du projet et qui a une capacité, alors on peut retrouver ça sur plusieurs personnes, mais il n'empêche que celui qui va devoir travailler, il faudra qu'il comprenne le territoire, les acteurs qui travaillent, qui sachent construire du projet et qui soient suffisamment techniques pour pouvoir le faire. Voilà. Et alors, évidemment, une fois qu'on a trouvé et formé la perle rare, on n'a pas tellement envie de la voir partir chez le voisin. Alors ça, si je peux me permettre, c'est aussi une des difficultés qu'on commence à voir, notamment en fait avec les gigafactories. Pour le secteur du solaire, nous on coordonne le Coresol et on voit beaucoup de nos entreprises qui commencent à nous dire qu'elles ont des déperditions vers des gens qui partent vers les usines de batteries. C'est une grosse inquiétude pour nous parce que vous le savez, en fait, le solaire, c'est évidemment un secteur qui continue à se développer et que les grandes entreprises, et tant mieux en fait qu'il y ait des grandes entreprises qui s'installent, elles ont un effet d'aspiration vis-à-vis de ces PME qui ont eu du mal un peu à grossir et on va avoir besoin de formation en fait vis-à-vis de en formation électrique. Donc nous, on va développer des appuis en fait, on va continuer à aller dans les salons, enfin on va le faire encore plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui les compétences sur ce sujet-là, ça va être de façon très massive qu'on va avoir besoin de les avoir. Et puis il faut montrer que les métiers sont en train de changer. Vous voyez par exemple le bâtiment avant c'était dur, c'était tout sur chantier, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure en fait de ce qu'on voulait faire sur le hors-site. Le hors-site c'est faire des murs et des murs qu'on fait en fait à l'intérieur d'usines qui sont industrialisées et dans lequel les conditions de travail sont différentes. Donc, il faut montrer aussi que les métiers sont en train de changer et qu'on va proposer, c'est une autre offre en fait qu'on va faire aux gens en fait quand ils vont faire des métiers, notamment les métiers du bâtiment. Donc, on peut aussi changer l'image, mais changer la réalité en fait du métier en travaillant une meilleure industrialisation du métier. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous pour votre présence et vos explications aujourd'hui.